commencer cette table ronde. Alors, allez-y, rentrez si vous avez... Bon, de toute façon, si vous êtes à côté, qu'il n'y a pas de client qui veut le voir, vous pouvez venir. Donc, table ronde avec Didier Champeau de Schneider Electric, avec Joël Giraud d'ITK, sur KDI, je précise, et avec Frédéric Pitou d'Editag. Voilà. Alors, je vais vous demander de présenter rapidement chacun, puis votre activité, et puis après, on a une série de questions. Alors, vous pouvez poser les questions en direct, moi j'en ai une série aussi, et puis comme ça, on pourra échanger, et ce sera beaucoup plus riche que prévu, finalement. Donc, je m'appelle Joël Giraud, je suis ingénieur en électronique et informatique industrielle. Je travaille pour la société ITK Socadi, qui, dont l'activité se répartit sur 4 pôles. Il y a un pôle instrumentation, qui est la conception et la vente de détecteurs de matière pour l'industrie. Il y a un pôle marge de chargement et préleveur, toujours pour de la matière en poudre ou en vrac. Il y a un pôle labo automatisé pour les cimenteries. Donc c'est toute une solution de laboratoire pour faire de l'analyse en ligne sur le process cimentier. Et prélèvement, transport, analyse, communication avec le client. Et un pôle colorimétrie qui travaille avec le sucre, le sel, la craie, pour faire des mesures de taille de cristaux, de couleurs, pour aider les industriels du sucre à faire un produit de meilleure qualité. Voilà, ITK s'intéresse à l'industrie du futur parce que ça peut influencer ce qu'on va trouver dans les capteurs dans les prochaines années. Du coup, on mène une veille pour se tenir informé des évolutions qui peuvent arriver. Merci. Frédéric ? Oui, bonjour. Je vais retirer le masque, ce sera mieux. Je m'appelle Frédéric Pitou, donc je suis PDG de la société Editag. Editag est un fabricant de solutions IoT, donc Internet des objets. On fabrique des solutions d'objets connectés pour l'industrie. Plus particulièrement, on s'attache à répondre à toutes les problématiques liées à la traçabilité et à la supervision des flux matières. Donc ça va depuis la préparation de commandes jusqu'à la gestion d'encours de production et le transport, donc de l'intralogistique. Voilà. Donc la société est basée à Aix-en-Provence. On a des clients un peu partout en Europe, dans différents secteurs, puisqu'en fait, partout où il y a un flux de matière, on est susceptible d'apporter quelque chose. Donc on travaille pour l'industrie manufacturière, industrie automobile, industrie aéronautique et industrie générale de l'horlogerie, du semi-conducteur. Voilà. Alors dans le haut du spectre. Le dernier à se présenter, Didier Champeau, je travaille pour Schneider Electric. C'est un grand groupe historique, ancien. Et Schneider Electric a donc un historique dans la fourniture de matériel de distribution électrique avec des transfos, des cellules, des matériels d'automatisme, donc avec anciennement télémécanique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour nos propres besoins, on a pris le virage du numérique. On a installé dans nos usines, puisqu'on est producteur et on est industriel comme les autres industriels que vous pouvez côtoyer. On a donc des besoins d'avoir des usines agiles, optimisées. Donc on a intégré des solutions numériques et ces solutions à base de composants innovants, de capteurs sans fil, sans pile, d'IoT, de cybersécurité, pour certaines d'entre elles, on les propose à nos propres clients. Donc voilà, notre expérience nous permet de montrer aux clients ce qu'on a mis en œuvre chez nous et de proposer des solutions. C'est ce que je présente ici. Merci. Alors, on va commencer une série de questions. Alors, on a un peu préparé, très clairement. Par contre, l'objectif, du coup, par rapport à vos besoins, on va essayer de les orienter un petit peu dans ce sens-là. L'industrie du futur, pour moi, et je ne sais pas si vous partagez, c'est quand même un mot marketing. Derrière, comme toujours, il y a du marketing derrière. Mais justement, on a des visions très différentes des uns des autres. Et ce qu'on aimerait, c'est qu'on partage la même vision de ce que c'est que l'industrie du futur. Et donc, je vous demandais, les uns les autres, qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme-là ? Oui, alors déjà, effectivement, quand on parle d'industrie du futur, on imagine quelque chose de demain, pour demain. Or, en fait, c'est une réalité aujourd'hui. Il n'y a pas de révolution, c'est une évolution. L'industrie, elle évolue au fur et à mesure avec les progrès technologiques. Et aujourd'hui, on va retrouver dans des chaînes de production
des outils, des produits technologiques qui font penser à quelque chose de futuriste, mais non, c'est pas le futur, c'est le présent. On utilise de la réalité augmentée pour les opérateurs de maintenance, on utilise de la maintenance prédictive à base d'algorithmes, à base de jumeaux numériques. Ça, c'est vraiment du concret, hein, et la technologie évolue et l'industrie, effectivement, bénéficie de ces évolutions au quotidien. Oui, pour compléter ce que tu viens de dire, en fait, l'industrie du futur, qu'on associe souvent à du digital, n'est pas que du digital. Il y a énormément d'autres technologies derrière dans différents domaines. Hein. Quand on parle de l'impression 3D, c'est lié avec le digital, mais l'impression 3D, c'est de la chimie. Donc c'est un ensemble de technologies dont le digital fait partie et représente une grande part des technologies qui sont mises en œuvre dans l'industrie du futur. Mais effectivement, je pense qu'il y a une accélération historique du rythme des innovations. Et derrière ce mot marketing qui n'est pas si vieux que ça, hein, parce que Industrie 4.0, c'est en Allemagne en 2014, je crois. Et c'est devenu après, ça a été traduit Industrie du futur. Mais c'est un rythme, comme l'amélioration continue, l'industrie du futur, c'est tous les jours qu'elle s'invente, quoi. Bon, alors, mes deux collègues ont bien couvert le sujet. Du coup, oui, pour nous, c'est le big data, les gros flots de données, des gros systèmes d'analyse intelligents qui viennent s'entrelacer, comme le smart grid, ce genre de choses, qui permettent d'avoir des usines plus efficaces et plus rentables. Alors, ce qui est bien, c'est que oui. Oui, regarde-le pour le prochain. Ce qui est bien, c'est qu'on a le large spectre, c'est-à-dire que vous avez des gens qui font des capteurs, il y a des gens qui vont comme ITK. Le problème de l'industrie du futur, c'est qu'effectivement, le spectre va de ce qu'on appelle la big data qui m'énerve, qui est pour moi de l'information. D'abord, il faut avoir une information, et l'information, elle est valorisée, c'est ce qui importe l'industriel. Hein. Savoir qu'il a de la data, il s'en moque. Ce qui lui informe, c'est l'information dans son process qui l'intéresse. Donc, vous pouvez gérer beaucoup de data sans que ça donne une information. Et je rappelle qu'une information, c'est une agrégation de données contextualisées. Donc là, vous avez de l'information. Et après, pour avoir ces informations, il faut redescendre dans le capteur et aller chercher effectivement la donnée au bon endroit. Donc le spectre, il est très large. Donc c'est vrai que vous pouvez soit vous positionner en tant qu'offreur sur le spectre, soit en tant qu'utilisateur. Il faut par contre maîtriser l'ensemble du spectre. Alors par contre, la question qui se pose, c'est qu'on va générer de la donnée, mais après, qu'est-ce qu'on en fait et comment ça se traduit en termes d'organisation dans les entreprises? Donc oui, le traitement de la donnée, c'est le cœur du problème. Ça demande de la puissance de calcul, ça demande de l'intelligence, ça demande d'autres sous-traitants qui viennent intervenir. Et tout ça, ça engendre des changements de processus, d'habitude de travail chez ces industriels. Voilà, il faut nourrir aussi les systèmes avec des bonnes données exactes. Tout ça ralentit l'installation de l'industrie du futur. Oui, je pense que à partir du moment où on génère de la donnée, il faut se poser la question de savoir ce qu'on en fait. Alors, il y a une grande disparité des applications de l'industrie du futur. Nous, par exemple, quand on propose des solutions d'aide à la préparation de commandes, on va générer des données, mais ces données n'ont pas forcément vocation à être historisées. Elles pourront avoir une utilité pour avoir des comparaisons historiques, mais le ROI immédiat, il n'est pas dans l'historisation des données. Et à l'autre extrémité du spectre, il y a effectivement des applications dans la maintenance, par exemple, qui ont besoin de croiser des données, avoir un grand nombre de données pour pouvoir produire des choses. Moi, ce que je veux rajouter par rapport à ça, c'est surtout que cette masse de données, c'est de nouveaux métiers. Hein. On parle beaucoup du digital comme, je ne vais pas dire tuer des emplois, mais on va automatiser un certain nombre de choses, effectivement, mais on crée aujourd'hui de nouveaux métiers, hein, les data scientists, hein, des noms un peu barbares, mais dont la spécialité, dont l'expertise, c'est justement d'analyser toutes ces données. Oui, alors effectivement, quand on parle de données, de stockage, il y a effectivement pour nous, notre vision, plusieurs niveaux.
Je vais prendre des cas d'usage pour expliciter ces niveaux. Il y a un niveau contrôle-commande, ce qu'on appelle le edge, le niveau local. Si vous prenez par exemple dans le bâtiment une donnée de présence. Donc vous avez dans une salle de réunion, par exemple, un capteur de présence qui va identifier le nombre de personnes présentes dans la salle. Et ben, ce nombre de personnes va, par exemple, agir en local sur la consigne qu'on met au niveau de la clim, parce que si on est 3 personnes ou si on est 10 personnes, on n'égage pas les mêmes calories, donc on ne met pas la même consigne au niveau de la clim pour avoir 20 degrés, par exemple. Et cette même donnée présence, elle va être utilisée. Alors là, on parle de donnée présence, donc il fournit une information du nombre de personnes présentes. Et cette même donnée présence, si elle est exploitée par un directeur de site tous les ans, par exemple, et donc c'est ce que tu évoquais, Frédéric, elle va permettre, par exemple, d'optimiser la salle. Parce que le directeur de site va dire en moyenne, donc j'ai 8 personnes de présentes dans une salle qui en contient 20 ou 25 au maximum, et ben, ça ne sert à rien d'avoir une salle de 20-25 pour 8 personnes en moyenne. Je peux découper ma salle en deux, faire une salle de 8, une salle de 20, par exemple. Et la même donnée, donc présence, elle va avoir elle va permettre de gérer 2 informations différentes. Une information très locale, très immédiate, très temps réel quelque part, et une information a posteriori pour pouvoir, au niveau du directeur de site, agir et optimiser son site et son bâtiment. Pareil dans l'industrie, vous avez par exemple de la vibration, un capteur de vibration sur une machine tournante va permettre d'agir en local et directement sur un variateur de vitesse pour réduire la vitesse parce que ça commence à vibrer. Mais cette même vibration, corrélée avec d'autres données d'énergie, etc., va permettre de faire peut-être de la maintenance prédictive, si on a effectivement un historique de données ou un jumeau numérique, etc. Donc c'est pour ça que parfois on oppose l'edge et le cloud, mais il n'y a pas d'opposition. C'est vraiment 2 usages qu'on va faire différemment avec des individus qui vont traiter la data avec des informations qui sont diverses, qui sont différentes. Voilà. Alors pour compléter, effectivement, il y a 2 niveaux, le niveau edge et il y a le niveau intermédiaire. Si vous prenez par exemple un moteur sur une machine, les fabricants de moteurs mettent des capteurs sur leur moteur, après vous avez le fabricant de machine, après vous avez la ligne, après vous avez l'usine, et après vous avez le cloud qui permet de faire des statistiques voilà. Donc on est à différents niveaux, et comme vous êtes tous les 2 fournisseurs de solutions, il faut se poser la question, qu'est-ce que vous allez donner comme information utile pour vous et pour les différents acteurs que vous allez rencontrer en face de vous. Donc c'est vrai que pour un bureau d'études, il faut se poser la question, ok, vous faites une carte, à quoi elle va servir? Il faut vraiment, et ça c'est le problème qu'on rencontre, c'est se reposer la question du besoin initial. On le sait depuis longtemps, on a beau le dire, mais il faut revenir au besoin. Parce que là, on voit des gens qui sortent des solutions et finalement ils me disent, mais je vais créer du service parce que non, mais vous ne créez pas du service en créant du service. Vous êtes là pour accompagner, et dans les 2 cas, si vous faites, posez-vous la question comment vous avez au besoin et discuter du besoin. Après, la techno, elle suit. On n'a pas de problème sur les technos, mais il faut arrêter de faire du techno-push parce que c'est bien, mais ça ne donne pas grand-chose. Et ça nous donne une question qu'on a abordée tout à l'heure avec Frédéric, c'est sur la notion de POC. On crée des POC actuellement dans tous les sens. Il faut arrêter de créer des POC, parce que c'est pas ça qui fait avancer l'industrie. Vous allez dans une industrie, on vous crée des POC, on crée. Puis moi, j'ai été contacté par un grand groupe qui travaille dans l'énergie. Il n'y en a pas beaucoup en France. Il me dit, on a plus de 2000 POC chez nous, il faudrait venir nous aider à faire le tri. Oui. Et en face de ça, vous avez des entreprises qui n'arrêtent pas, de petites PME, qui créent des POC en espérant avoir le marché, mais il ne se passe rien. Donc je pense que le problème, il est pris à l'envers souvent. On va partager ça ensemble. Il est pris à l'envers, c'est-à-dire que si on ne part pas du besoin, on va pouvoir faire toute la technologie qu'on veut. Et donc vous, vraiment repartir du besoin. Effectivement, je partage ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a des machines en tant qu'industriel, on a capitalisé la 3e révolution, si on peut parler de 3e révolution, c'était l'arrivée des automates, des robots sur des lignes de production. Donc aujourd'hui, on a des moyens qui sont automatisés. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est de rendre plus agile, plus souple, d'utiliser au mieux 100% du temps les machines ou d'économiser l'énergie électrique par exemple. Et pour ça, effectivement, on va utiliser la data, on va utiliser les informations qui sont déjà parfois présentes. Donc on peut rajouter des capteurs, on peut enrichir les données, mais il faut savoir qu'il y a aussi toute une base d'informations qui sont déjà présentes par
de la data qui existe par des capteurs, par des équipements comme un automate, un variateur, un robot qui produisent de la donnée. Et cette donnée va être utile pour mieux gérer son outil de production, pour l'optimiser, gérer les flux, gérer la consommation énergétique ou gérer la machine pour savoir quel est le poste qui est menant, bouchon. Et derrière, ça va permettre d'optimiser des opérations de maintenance, par exemple. En fait, j'ai deux choses à répondre sur la partie POC. Enfin, j'aurais tellement à dire là-dessus, mais de manière synthétique. Je pense qu'il y a eu toute une vague de... Enfin, on est dans une vague de digitalisation. Les grands groupes, parce que c'est principalement les grands groupes qui font des POC, ils ne savent pas forcément... les enjeux sont tellement larges, les possibilités sont tellement vastes, qu'en fait, ils se cherchent un peu. Voilà. Donc du coup, on lance plusieurs, un peu comme le pêcheur au bord de la rivière, plus on met de lignes, plus on a de chance d'attraper un poisson. C'est un petit peu la même chose. On va lancer plein de trucs, on va essayer, on va tester. En plus, je pense qu'on abordera le point de l'organisation après au cours de la table ronde, mais je pense que ça a aussi une vertu, c'est que ça permet à des gens de collaborer. Voilà. Derrière un POC, il y a plusieurs personnes de différents services qui collaborent, et ça, c'est important. Donc voilà, je pense que c'est lié au fait que cette grande vague de digitalisation, l'industrie du futur, le 4.0, c'est finalement relativement récent. Les organisations mettent un peu plus de temps à s'ajuster que les technos. Donc probablement que le rythme des POC, à mon sens, va un peu se tarir. La deuxième chose que je veux dire, c'est que des POC, ça répond à un besoin. Alors, je ne vais pas me fâcher avec les directeurs de l'innovation, mais le besoin d'un directeur de l'innovation, c'est d'avoir des POC. Ah, ils ont des métriques, ils ont un budget, mais au plus on a de POC, je ne vais pas dire au mieux c'est, mais en tout cas, ils ont des objectifs, voilà, il faut lancer. Et souvent, moi, il m'est arrivé d'être confronté à une problématique d'un opérationnel dans un grand groupe qui a un vrai besoin. Nos solutions, parce qu'on ne fait pas de la R&D, on fait de la R&D fondamentale, mais enfin, c'est pas que ça non plus, quoi. On a des solutions clés en main. Et donc, on répond à un besoin d'un opérationnel. Il me dit, mais il faut passer par l'innovation parce que je ne peux pas faire le truc. Il y a IoT, donc ça doit passer par l'innovation. OK, on va voir l'innovation. L'innovation nous dit, non, là, nous, on a 50 POC en cours. On ne peut pas en mettre un de plus, quoi. Donc en fait, l'opérationnel, le ROI, il est là, mais parce qu'il y a une politique de POC qui est bien calibrée, le truc ne se fait pas. Voilà. Donc je pense qu'il faut revenir à des choses, et je pense que ça va se faire assez naturellement, où à minimum on va revenir à des choses qui se pratiquent le plus couramment dans l'industrie. On ne parle pas de POC, on parle d'un pilote. On expérimente la solution sur un périmètre plus limité, mais on a le déploiement en ligne de mire, quoi. POC, c'est quand même proof of concept. Là, on n'a pas des concepts, on a des solutions qui sont clés en main. Voilà. Alors chez ITK, nous c'est plus, on est une PME, donc j'ai découvert le POC en venant ici. Il a fallu que je cherche sur Google qu'est-ce que c'est. Et donc en PME, quand on fait un prototype, une maquette, le besoin a été perçu directement chez le client, quoi. C'est soit un commercial qui nous a remonté le besoin, l'envie, ou soit moi directement en discutant avec un exécutant qui a une problématique particulière, qui va venir avec un prototype, une idée, quelque chose à développer. Voilà, donc on a quelques prototypes qui sont en cours de développement, et on est aidé par les usines qui nous prêtent leur process pour tester nos innovations. D'accord. Je rebondis un petit sur ce que disait Frédéric. C'est vrai qu'il faut faire attention, parce que le POC, à la base, ça vient de la recherche. C'est une preuve de concept pour la recherche. Dans les niveaux de recherche, c'est TRL 3-4 à peu près. Nous, on s'en moque des TRL. Il y a plutôt la notion de... Nous, on fait la différence entre une preuve d'usage. Et c'est effectivement dans les groupes et dans les entreprises qui est important, c'est la preuve d'usage. On calculera le ROI à ça. Et les impacts, surtout les impacts. Ça, c'est important. Après, il y en a qui font des POC pour lever des fonds. Donc, pour nous, c'est complètement différent. Un POC pour lever des fonds, ça n'a rien à voir avec un POC standard. Voilà. Donc, il faut faire attention quand vous rencontrez une entreprise qui veut faire un POC, vous oubliez le mot POC et vous leur demandez quel est l'usage ils veulent en faire, quel est l'objectif de leur problématique. Quel est l'objectif. Après, on va parler aussi de propriété, ça c'est important. On parle de data.
et ça, je pense que je ne vous ai pas posé la question, mais je vais vous la poser du coup de façon involontaire. On a un gros problème de propriété et sur la donnée. Voilà. Hein, surtout quand vous êtes sur toute la chaîne, etc. On voit beaucoup, nous, d'entreprises qui font de l'IA, qui font des traitements de statistiques sur de la donnée qu'ils ont trouvée sur Internet. Déjà, rien que ça, c'est illégal, parce que la donnée sur Internet, il faut le consentement de celui qui a créé la donnée, même si elle est disponible sur Internet. Et après, il y a toute la problématique de la donnée de l'entreprise. Voilà. Donc là, je vais laisser répondre. Comment vous voyez la chose? Je vais donner le micro directement. C'est une très bonne question. Et je te remercie de l'avoir posée. Non, effectivement, je pense que ça va derrière la... Donc, ce sont des enjeux qui sont bien réels et ça conditionne l'architecture des solutions qu'on propose. Nous, on aimerait remonter beaucoup plus de données dans le cloud. Aujourd'hui, on vend majoritairement des solutions, ce qu'on appelle on-premise, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont installées dans les usines. On aimerait développer beaucoup plus des services à valeur ajoutée, mais pour qu'on puisse développer ces services à valeur ajoutée, il faut qu'on puisse avoir un minimum de données qui communiquent de manière sécurisée avec des plateformes cloud. Et là, on est face à des problématiques de sécurité et de confidentialité, les deux se rejoignant. Donc on a des clients, et la majorité de nos clients aujourd'hui ne nous autorisent pas encore à pouvoir sortir. Donc on y travaille. Je pense qu'il y a des enjeux technologiques derrière aussi pour pouvoir sécuriser ces échanges. Mais il y a un véritable écueil à franchir. Voilà, les données de mon usine restent dans mon usine. Voilà. Alors, pour parler effectivement de la propriété de la donnée, moi je vais prendre deux exemples. Un exemple Schneider et puis un autre d'un industriel dont je ne citerai pas le nom, sauf si vous insistez. Mais chez Schneider, on a développé des solutions de réalité augmentée. Qu'est-ce que c'est qu'une solution de réalité augmentée? C'est une application qui tourne sur une tablette et quand vous regardez une machine, vous avez des données qui apparaissent donc en incrustation d'une image réelle. C'est pour ça qu'on appelle ça réalité augmentée, des points d'intérêt. Les points d'intérêt, c'est des données de la machine. Ça peut être la température du moteur, ça peut être un capteur de position, des choses comme ça. Et en proposant ça à des clients, on a des clients finaux, des clients industriels qui, bien sûr, voient un intérêt pour la maintenance. Ça, c'est l'usage qu'on en fait chez nous dans nos sites de production. Mais il y a des constructeurs de machines qui ont imaginé des nouveaux usages. C'est-à-dire qu'un constructeur de machines a développé des pages avec toute sa connaissance qu'il a de la machine, en tant que fabricant de la machine, et il a mis les données utiles et il propose à son client, lorsqu'il vend sa machine, une option en disant ben voilà, mon savoir-faire, je l'ai mis à travers des données de la machine qui pour moi sont importantes, critiques, que mes experts utilisent quand ils viennent dépanner ou optimiser la machine. Et ça, je les ai mis sur de la réalité augmentée et sur des pages. Et c'est une option payante. Hein. Donc, il y a aussi des usages qu'on peut faire de la data, hein, qui est tout à fait réglementé, normalisé, qui reste sur site, on-premise, comme on dit, et qui va permettre d'aider, effectivement. Et on valorise comme ça la data. Hein. Donc ça, c'est un usage, j'allais dire, noble, un usage, pour vous qui êtes fournisseur, c'est quelque chose qui a un intérêt parce que ça peut permettre de réfléchir à de nouveaux services, comme on parlait tout à l'heure. Et le bénéfice est partagé, hein, aussi bien pour vous, fournisseur d'un équipement, que pour le client final. Le deuxième usage, c'est un industriel, c'est une discussion que j'ai eue avec lui, un gros industriel automobile, pour ne pas le citer, qui s'est dit, mais moi j'ai des machines de presse, des machines d'emboutissage, des machines de convoyeurs, qui ont été réalisées par un fournisseur. Et ce fournisseur, il serait très intéressé par toutes les données que la machine produit tout au long du cycle de fabrication, de production, parce que ça lui permettra d'optimiser aussi sa machine, en ayant une meilleure connaissance de comment elle travaille. Hein. Et donc, il est en train d'imaginer de revendre les données au même fournisseur à qui il a acheté les machines. Hein. Donc ça, c'est quelque chose, c'est des nouveaux business models. Je ne dis pas qu'il n'a pas encore mis en œuvre, mais il y réfléchit très sérieusement, tout comme nos données avec les téléphones
portables, les Bluetooth, permettent aux opérateurs de savoir si dans les villes il y a des bouchons, de gérer les feux rouges, de revendre la donnée à des opérateurs comme Coyote ou autres. Donc il faut savoir aujourd'hui que la monnaie, la data, on commence à la monétiser. Hein, et dans le monde industriel, ils sont moins avancés, mais la réflexion commence à faire jour. Alors, je complète un petit peu sur la donnée parce qu'on l'a vu dans un sens, on va la voir dans l'autre sens parce que ça c'est un cas d'une entreprise que j'ai accompagnée. Une entreprise qui a un process, sur un process industrie classique, lourde. Ils ont à peu près 8 paramètres sur un process et quand on passe les 4 paramètres, ça devient compliqué à comprendre l'anomalie d'un process. Donc 8 paramètres, il y a eu une perte de rendement de 1%. Ils ont cherché pendant 4-5 mois, ils se sont dit, on n'y arrive pas, on va faire de l'intelligence artificielle. Donc ils ont fait appel à l'intelligence artificielle, qui leur a dit, potentiellement, c'est ce paramètre-là. Donc ils ont corrigé le paramètre, et effectivement, ils ont retrouvé leur rendement actuel, leur rendement précédent. Par contre, ils se posent une question de fond, c'est qui maîtrise la connaissance du process? Et quel est le capital réel du métier de l'entreprise? Et ça, c'est une question qu'il faut que les entreprises se posent, c'est-à-dire où est la perte de capital capitalistique parce qu'on perd le process. Hein. Alors des gens de l'agroalimentaire ont compris ça il y a très longtemps parce qu'on a essayé, les Américains ont essayé de leur mettre un système de traçabilité lié à l'agroalimentaire, et ils ont dit non, ils ont fait attention à garder leurs recettes, à garder leurs process. Et donc ça, vous allez vous heurter à ça aussi de temps en temps pour ceux qui vont... Attention, il faut transférer l'information et pas la garder. Vous ne pouvez pas la garder et la monétiser. Hein. Il faut que ça passe dans l'entreprise et ça reste. Voilà. Et proposer à l'entreprise de tout faire à sa place, c'est pas possible. Voilà. Donc ça, c'est important. Hein. Et c'est surtout capteur, on a toujours les mêmes choses. Hein. Vous êtes spécialiste de capteur, vous allez donner une information, mais le process et le savoir-faire de l'entreprise restent à l'entreprise. Vous pouvez commenter. Hein. Oui, chez ITK, on produit des capteurs qui donnent une information à l'usine et on essaie le moins possible de conduire directement l'usine avec l'info du capteur. Même si le client appelle cela, il faut que ce soit lui qui prenne la décision de conduire avec l'info et que ce soit lui qui mette en place son intelligence, sa régulation, son intelligence de conduite d'usine. Ça, c'est très stratégique dans la cimenterie, où il y a énormément d'infos, énormément de capteurs. C'est toute la problématique est là, quoi, pour conduire avec économie, avec la qualité suffisante. Voilà. Un commentaire, Philippe? Non, je m'inscris effectivement, c'est l'inverse, la protection de la data du process est quelque chose qui est directement lié à la protection de la data. Quoi. Ouais, voilà. tout à fait. Et un point aussi, et là on va pouvoir partager, c'est sur la notion on a parlé de beaucoup de data tout à l'heure. Alors je fais des questions aussi en live, vous n'avez pas prévenu, mais tant pis. Et de niveau d'information, de niveau de la data. Bon, on a parlé du edge, donc quand on est très proche de la machine ou sur la machine. En général, c'est une data qui est contextualisée par la machine. La problématique, c'est quand vous allez faire de l'IA, vous faites des traitements différés. Si vous n'avez pas le contexte de la data, et ça c'est un gros problème, et là je vais me tourner vers vous, les résultats peuvent être complètement faux. Je vais prendre un exemple que j'ai expertisé la dernière fois. Un tunnel froid dans une usine agroalimentaire, ils ont déduit un défaut sur la machine. Pourquoi? Parce qu'ils ont des capteurs internes sur la température, etc. Un défaut sur la machine. Et en fait, il n'y avait pas de défaut sur la machine. Sauf que la seule chose qu'ils n'ont pas prévue, c'est que la pâte, c'était pour la pâtisserie, la pâte rentrait dans la machine, au lieu d'être à 20-25, elle est rentrée à 40-45 parce qu'il fallait aller plus vite dans le process. Et donc on s'aperçoit que la donnée de température de l'entrant, ce qu'on appelle l'entrant, n'est pas prise en compte. Donc le contexte, il n'est pas bon. Voilà, donc, et c'est très compliqué de dire on va générer de la data pour en faire quelque chose derrière. Et c'est pour ça qu'en tant que fournisseur, faites attention, le contexte de prise de données de la data, il est fondamental. Là, je vous laisse des commentaires. Oui, toujours en cimenterie. C'est pour ça qu'ils tripliquent les capteurs. Ils essaient d'avoir beaucoup d'informations qui vont tirer un peu partout dans le process pour que quand ils ont une alerte, ils puissent la confirmer avec un autre capteur ou avec un autre paramètre, une augmentation de pression, une diminution de température, qui va leur dire hop, ça bouge là, ou il faut faire ceci ou cela pour libérer le process
et pas engendrer plus de dommages en faisant une mauvaise action. Voilà, donc c'est presque vital pour eux de faire ce genre d'action. Oui, non, je pense effectivement, à partir du moment où on a une analyse de la donnée qui est faite pour améliorer un process ou pour détecter de manière plus ou moins automatisée un dysfonctionnement, il est fondamental de contextualiser ça, quoi. On voit que la vitesse de la voiture diminue, ça, c'est ce que le compteur donne, mais si on ne sait pas que c'est parce qu'il y a du brouillard autour, voilà, ça s'explique. Donc on a ça, nous, sur des... Je reprends l'exemple des systèmes de préparation de commande. Si on voit que le rythme de préparation diminue, ah oui, mais le mix produit a changé, donc c'est normal. Voilà, donc ce qu'on mesure n'est pas suffisant, parce que comme on ne mesure pas tout, il y a encore plein d'autres paramètres qui interviennent, qui sont des paramètres contextuels. Faut avoir quand même de l'humain, ou alors une intelligence artificielle, mais très très poussée, pour pouvoir automatiser le fait que c'est un vrai dysfonctionnement ou non. Oui, et je dirais que c'est rassurant pour poursuivre le discours de Frédéric. L'humain, il a encore sa place. Parce que quelque part, qui va interpréter la donnée? C'est quelqu'un qui a la connaissance du métier, du process. Je prends le cas, nous, on est en train de mettre en place des systèmes, par exemple, d'analyse de données sur des équipements de distribution électrique. En tant que fournisseur de ces équipements, on a toute capacité à analyser les données. Donc on a des experts qui analysent les données et qui peuvent prévenir les clients en disant « Attention, là, il y a un système qui est en train de dériver », parce qu'on a la connaissance du produit, de l'équipement de distribution électrique. On n'a pas du tout cette connaissance dans le métier de l'agroalimentaire, la fromagerie ou les compresseurs, pour prendre un exemple. Et je vais prendre l'exemple d'Air Liquide, par exemple. Air Liquide nous a acheté un système qu'on appelle Prism. C'est un logiciel de maintenance prédictive, donc à base de capteurs de vibration. On équipe des gros compresseurs, des machines tournantes, et toutes ces données sont remontées. Il y a de la data archivée. On compare ça avec un certain nombre d'informations et de modèles. Mais qui analyse les données? Eh bien, ce sont des experts d'Air Liquide. Ils ont un bâtiment à Lyon qui s'appelle le Code. Il y a des data analysts, on en revient au terme de tout à l'heure. Ce sont des gens qui ont le métier, la connaissance du process. Et c'est eux qui vont interpréter les données fournies par le système pour pouvoir dire, attention, là, il y a des dérives qui sont anormales. Et c'est quelque part l'humain qui va avoir son importance sur l'analyse des données, voire sur, comme tu le disais tout à l'heure, les données importantes à traiter. On a un exemple très direct chez Schneider Electric d'une bobineuse. Donc on a voulu mettre en place de la maintenance prédictive sur un site de production, et le directeur de site nous a dit prenez cette bobineuse parce qu'elle est critique, etc. Et c'est vrai que quand on a commencé à réfléchir sur la bobineuse, la première chose qu'on a fait, c'est de faire appel aux gens qui conduisaient la ligne, aux gens qui pilotaient la ligne, qui assuraient la maintenance de cette ligne-là. Et on leur a dit, expliquez-nous quand il y a des défaillances, qu'est-ce que vous avez pu observer, Donc ils nous ont parlé de vibrations, ils nous ont parlé de pièces qui étaient chaudes, etc. Et donc on a pu capter des données par rapport à leur connaissance de la machine. Et c'est avec eux qu'on a mis en place cette maintenance prédictive, c'est avec leur connaissance à eux. Donc l'humain a encore sa place, et heureusement, et j'espère pour très longtemps, dans tous ces systèmes à base d'IA, IA, intelligence artificielle. Il n'y a rien d'artificiel. On parle effectivement de capteurs, c'est du physique, on parle de logiciels, d'algorithmes, donc il n'y a rien d'artificiel. C'est plus, moi je dis de l'intelligence augmentée, c'est-à-dire qu'on va fournir de l'information supplémentaire aux conducteurs de ligne. Et typiquement sur la maintenance prédictive, le système informe du temps de bon fonctionnement qui reste. Et ça, on ne dit pas il va y avoir une panne dans 5 heures, on dit tu as encore 3 heures de bon fonctionnement garanti. Et c'est l'opérateur de production qui prend la décision. Soit il dit je vais effectivement continuer comme ça parce que dans 2 heures j'ai un changement de lot et je vais prévenir le gars de la maintenance que la broche numéro 2 par exemple est défaillante. On risque d'être défaillante, mais c'est l'humain qui est maître de la décision. Et ça c'est quand même une très bonne chose pour l'instant. Et ça reste comme ça. Donc en tant que fournisseur, selon moi, l'approche que vous devez avoir, c'est quelle connaissance supplémentaire vous pouvez amener à votre client. Et si vous voyez la chose comme ça, vous allez être positif et travailler avec le client, ceux qui sont sur le terrain, etc. Ça m'amène aussi une dernière question, enfin un point qu'on n'a pas tout à fait abordé, c'est la partie modèle. On parle beaucoup de modèles de jumeaux numériques.
et c'est important. Mais je m'aperçois que toutes les entreprises qu'on prend, qu'on accompagne, qu'elles soient dans des moteurs, dans des process, elles ont une connaissance qui est souvent une connaissance historique, empirique aussi, hein, mais elles n'ont pas trop de modèles même un modèle macroscopique, j'allais dire. C'est-à-dire que si on vient leur changer un paramètre, bon, par historique, ils savent ce que ça va donner. Mais si jamais il y a une techno qui arrive, eh ben, ils sont un peu mal. Donc, notre approche, hein, pour nous, on essaie et je pense qu'on y arrivera à travers ce qu'on va mettre en place, c'est de pousser les gens à avoir au moins un petit modèle, même s'il y a un modèle sur Excel, peu importe. Mais pour l'instant, je suis un peu surpris que je le vois tous les jours. Des gens de fabricants de moteurs n'ont pas de modélisation de leur moteur. Le motoréducteur, il n'y a pas de modélisation. Sur une machine, il n'y a pas de modélisation. Et donc, quand vous allez changer un paramètre sur une ligne entière, les impacts ils sont considérables. Donc, pour l'industriel qui est en face, on va lui dire, vous allez changer ça, on va vous mettre un nouveau capteur. Il dit, mais dites-moi quel est l'impact. Et personne aujourd'hui est capable de le dire, hein, ou très peu. C'est exact. Et alors, on en vient aussi à parler de l'équipement sur lequel on travaille. Ces technologies dont on parle, technologies IA, réalité augmentée, solutions innovantes, etc., c'est soit pour un parc installé d'équipements. Hein, nous, on a une vingtaine d'usines en France. C'est des usines qui sont, pour certaines d'entre elles, qui datent des années 70-75. On a une usine au Vaudreuil qui est vitrine industrie du futur. On a mis en place des solutions innovantes sur des équipements qui datent des années 70-75. Et là, effectivement, il n'y avait pas de modèle. Il y a la cinématique de la machine, de la bobinage, si je prends son cas, personne ne la connaissait, on n'allait pas refaire une étude. Donc là, on a travaillé sur du machine learning, c'est-à-dire qu'on a effectivement, avec les logiciels, on a appris, on a fait tourner la machine avec différents types de pièces, et on a créé, à partir de toutes les données de la machine, un jumeau numérique, de manière à pouvoir comparer, après en mode exploitation, les données temps réel avec ce jumeau numérique. Et s'il y a des dérives, là on signale un temps de bon fonctionnement et on peut travailler sur ce temps de bon fonctionnement et faire la maintenance prédictive. Sur des machines neuves, hein, on vend des variateurs, on vend des moteurs chez Schneider Electric. Là, effectivement, on profite de cette fameuse continuité numérique dont on parle tant. C'est-à-dire à partir du moment où on est devant pas sa planche à dessin, mais du moment où on fait le design d'un équipement, d'un moteur, etc., on va commencer à engendrer de la donnée. Et cette donnée va servir à créer des modèles, hein, des jumeaux numériques qui vont servir tout au long du cycle de l'équipement. Hein, on va pouvoir faire avec ces modèles de la formation, on va pouvoir faire de la maintenance prédictive, on va pouvoir faire de l'optimisation quand on va changer un paramètre, de voir comment ça se comporte, etc. Donc il y a vraiment ces deux usages, l'usage sur un parc existant, hein, de machines dont on n'a pas forcément toutes les connaissances, et puis les équipements neufs et les produits neufs. Oui, nous on est moins présent sur la machine, donc la data qu'on va collecter, c'est une data qui va être une data plutôt à des fins de gestion, hein, une gestion de flux. Ceci dit, si on considère l'usine comme une grosse machine, on va collecter une information et on peut faire l'analogie par rapport à une machine et on va chercher à... Alors il est plus difficile il n'y a pas un modèle de l'usine, c'est compliqué. Une usine, il y a beaucoup de choses. Par contre, on va pouvoir confronter la réalité de ce qui est vraiment collecté en temps réel avec des paramètres de gestion, le temps de cycle sur tel équipement, le temps d'attente moyen. Hein, c'est des paramètres là, qui sont pris en compte par l'univers de la gestion de production. Donc on va collecter de la data qu'on va confronter à des paramètres. On parle moins de modèles, voilà. On parle moins de modèles, mais l'analogie reste valable quand même. Utiliser un modèle, je ne sais pas s'ils le font en cimenterie, mais je sais qu'ils ont des dizaines d'années de prise de capteurs, de bases de données, de fonctionnement. Du coup, ça donne une base intéressante pour un jumeau numérique, comme vous l'expliquiez. Et ça peut leur donner des indications sur ce qui peut se produire dans le futur s'ils continuent à conduire dans cette direction, par exemple à l'instant T, ou s'ils apportent telle ou telle modification dans leur process, ça peut grandement les aider pour améliorer leur process. Je rebondis sur ce que tu dis parce qu'on voit le process, la partie technique,
Mais quand une entreprise améliore son process, elle améliore sa connaissance et donc sa valeur capitalistique, hein. J'insiste là-dessus parce que c'est une valeur pour nous techniciens, on oublie souvent. Mais si une usine doit être vendue, si vous achetez une usine où vous ne maîtrisez pas le process, ben vous vous êtes fait avoir. Si vous achetez une usine où vous savez que les gens maîtrisent le process, là par contre, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Donc le fait de créer un jumeau numérique et de mieux maîtriser son process, ça augmente la valeur de l'entreprise et la connaissance intrinsèque de l'entreprise. On va être obligé, sauf si vous avez quelques commentaires, de s'arrêter là. Martine, on n'avait pas grand monde, mais c'était un auditoire très, très performant, hein. On a beaucoup discuté avant, voilà. Voilà, donc... Bon, sauf si vous avez une question ou deux, hein, ça... Oui, j'aurais voulu savoir, c'est une question un peu technique, plutôt pragmatique on va dire. J'aurais voulu savoir, sur tout ce qui est industrie du futur, objets connectés, ce qui se fait en industrie, je vois qu'il y a beaucoup de connexions par soit Wi-Fi, Bluetooth ou directement par filaire Ethernet. Et j'aurais aimé savoir quel était l'état de l'art actuel au sujet du CPL. Est-ce que c'est utilisé pour la communication, la diffusion des données au sein des usines, quoi. Est-ce que c'est à cause de la criticité du réseau 50 Hz, voilà, j'aurais voulu savoir. Alors, dans les usines que je connais, c'est beaucoup du bus de terrain et du 420 milli. Ils ne font pas du CPL. Puisque déjà, niveau place, niveau infrastructure, il y a de la place. On peut passer des câbles en plus. Il n'y a pas trop l'intérêt d'aller bourrer des données en plus dans l'alimentation. Voilà. Alors, peut-être d'autres avis. Oui, alors je ne suis pas un spécialiste ni des bus terrain ni du CPL, mais de ce qu'on peut voir, je n'ai pas j'ai pas en tête qu'il y ait des déploiements massifs et une utilisation massive du CPL dans les usines. Par contre, il y a effectivement d'autres bus, il y a plusieurs protocoles, il y a des guerres de standards qui, comme toujours. Donc voilà, il y a différents protocoles filaires, il y a d'autres protocoles aussi sans fil, hein, au-delà du Wi-Fi et du Bluetooth, qui sont finalement pas tant utilisés que ça. En tout cas, j'ai pas les statistiques, mais c'est pas forcément les plus utilisés dans l'industrie pour des raisons de confidentialité. Parce que Bluetooth et Wi-Fi sont des protocoles qui sont publics, hein, même s'il y a du Wi-Fi sécurisé, mais le protocole, il est public. Il y a des protocoles propriétaires qui peuvent être plus sécurisés. Alors, effectivement, les courants porteurs, le courant CPL, on l'utilise plus dans le bâtiment résidentiel. Aujourd'hui, les caractéristiques font qu'on ne le trouve pas dans l'industrie. Hein. On trouve dans l'industrie des protocoles beaucoup plus endurcis. Hein. Donc le Bluetooth, non. Par contre, on trouve le Zigbee, qui est à la base du Bluetooth, mais industrialisé, qui est un protocole qui est ouvert, et d'autres, il y a beaucoup de fournisseurs qui sont sur du Zigbee. On retrouve effectivement du Wi-Fi. Ce qui est important de voir, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir des capteurs qui ne sont pas des capteurs intrusifs. Parce que quand vous allez équiper une machine, le coût d'équiper la machine de capteurs, en moyenne, les études ont montré qu'un capteur installé sur une machine, c'est 2 000 €. Hein. Mais le coût principal de ces 2 000 €, c'est l'aspect filaire. Hein, c'est de passer un câble. Aujourd'hui, grâce aux réseaux qui sont des réseaux sans fil, hein, basse consommation, donc comme du Zigbee ou alors du LoRa, du Sigfox, etc., on peut mettre des capteurs, quel que soit l'endroit, à des coûts vraiment très bas. Hein. On avait une usine sur laquelle on a travaillé sur l'aspect énergétique, par exemple. Donc on a voulu faire des économies d'énergie. Et on s'est rendu compte, en équipant la machine, l'usine de capteurs de mesure énergétique, à un moment donné, il y a des gens dans l'usine, ils ont dit, mais attendez, là vous êtes en train de chauffer alors que les verrières en haut sont ouvertes. Donc il a fallu placer des capteurs sur les Velux, mais qui étaient assez hauts, si vous voulez. Si on avait dû tirer un câble, le coût d'installation n'aurait pas été intéressant
sur la mise en œuvre. Donc on a placé des capteurs sans fil, sans pile. Aujourd'hui, on a des technologies qui sont basse consommation d'énergie. On n'a même plus besoin de mettre une pile. Juste l'action mécanique du levier, j'en ai là sur le stand, je pourrais vous montrer, suffit à envoyer une décharge électrique en Bluetooth par exemple et envoyer un signal. Donc c'est ça qui est important, c'est que si vous n'avez plus de fil, vous n'êtes pas dans l'intrusif. C'est très facile à mettre en œuvre. Et ça, c'est important quand vous travaillez sur un parc d'équipement ou une usine déjà réalisée. Effectivement, pour compléter, il y a des endroits où le CPL reste encore utilisé sur des zones sécurisées. Le nucléaire, on a du mal à faire passer des choses, même en Wi-Fi, etc. On a travaillé avec du LoRa dans le nucléaire, c'est un peu compliqué. On sait que c'est autant profiter de l'installation. En fait, il n'y a pas de réponse. Je trouve que le problème, il doit se poser à l'envers. C'est-à-dire, pour quel usage et quelles sont les contraintes. Si c'est du rétrofit, peut-être que le CPL, des fois, peut marcher, des fois, il ne peut pas marcher. Donc, il faut reprendre le problème à l'envers, quoi. Voilà. Une question ? On en profite, Oui, on va arrêter. Ouais, juste pour le CPL, en fait, j'avais entendu parler que globalement, c'est quelque chose qui est assez sensible au réseau électrique. Et parfois, en industrie, le réseau électrique peut être instable du fait de certaines machines qui vont déphaser le courant. Donc, ça peut être assez délicat de transférer certaines informations, enfin, en tout cas, niveau stabilité. J'avais entendu qu'aujourd'hui, ça pouvait avoir certains problèmes à ce niveau-là. Oui et non, sauf que vous pouvez filtrer ça derrière. Voilà. Oui. Alors, il y a l'avantage du CPL sur une machine, et là, je vais un peu compléter ce qui a été dit, c'est que si on prend un système sans fil, on manque d'une chose importante, c'est le timing. Si vous avez un process sur une machine qui est extrêmement timé avec une base de temps, faites d'une base de temps en sans fil, même avec synchronisation, vous n'y arrivez pas. Et donc on a besoin de remonter à un moment une base de temps, ce qu'on peut faire sur un système filaire. Voilà. Donc tout dépend de l'application, la problématique, elle est là. Bon, on va être obligé de s'arrêter là. Merci aux intervenants et merci au public.